Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h pour m'accompagner, Gilles-William Goldnadel. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous comme tous les mardis sur Europe 1. Jules Torres est là. Bonsoir Jules. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au JDD. Nous recevons le député EPR des Yvelines, Charles Rodwell. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. On parle des chiffres de l'immigration avec ces 384 230 premiers titres de séjour délivrés l'an dernier en 2025. C'est une hausse de 11% sur un an. Autre chiffre également, le nombre d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière a augmenté de 30% l'an dernier. Ça concerne notamment les Algériens, plus 52%, les Tunisiens, plus 33%, les Marocains, plus 19%. On va parler dans un instant, si vous le voulez bien, Charles Rodwell, également de cette proposition de loi que vous avez nommée Philippine en hommage à la jeune étudiante tuée et violée par un OQTF dans le bois de Boulogne il y a quelques mois. Proposition vers un allongement de la durée de rétention administrative des criminels étrangers. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui dimanche soir a son idée, en tout cas un moyen pour stopper l'immigration en France. Voilà ce qu'il propose. Il y a entre 600 000 et 800 000 immigrés irréguliers. C'est énorme. Il faut arrêter aussi l'hypocrisie qui consiste à vouloir beaucoup moins d'immigration. Ça m'arrive dans les campagnes électorales et dans les meetings. Et en même temps, de vouloir absolument qu'on donne des visas pour travailler dans l'agriculture, dans le BTP ou dans la restauration. Donc si on veut un débat qui consiste à dire, par exemple, imaginons une suspension de l'immigration pendant 2-3 ans, on pourrait imaginer cela. Monsieur Barnier avait parlé de moratoire, pourquoi pas? La contrepartie, c'est qu'il y ait une augmentation des salaires pour que les métiers qu'aujourd'hui, ce que Marx appelait l'armée de réserve, que les étrangers font à très peu de frais, ce soit les étrangers en situation régulière ou les Français qui le font. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faudrait demander aux Français directement la politique des quotas pour dire combien vous voulez, c'est ce que font les Canadiens par exemple. Charles Rodwell, ça fait 50 ans au moins que le vase se remplit. On est aujourd'hui pas dans le vase qui déborde, c'est le vase qui provoque un dégât des eaux. Ce que propose le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est réaliste. Est-ce que vous le suivez sur ce sujet ? Je le suis notamment parce que s'il appelle à un débat sur l'immigration, il faut un référendum sur l'immigration. Une fois pour toutes. Non mais pour vous dites ça contrôle. Très simplement, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ? Vous savez, les politiques, ils aiment bien venir à la radio ou à la télévision quand il y a des bonnes nouvelles ou quand il y a des choses à annoncer, mais ils n'aiment pas trop venir quand il y a des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, les chiffres de l'immigration qui ont été publiés sont catastrophiques et pourtant je suis là avec vous. Parce que je pense que c'est important juste de faire le constat et donc de faire des propositions face aux chiffres qui ont été publiés. Tout n'est pas acheté. Vous avez les régularisations qui baissent, vous avez les naturalisations qui baissent, vous avez les expulsions qui augmentent. Mais honnêtement, le chiffre qu'on a atteint aujourd'hui n'est pas soutenable pour notre pays. Et donc je crois que il y a 4,5 millions de titres de séjour à date au 31 décembre. Mais c'est pas soutenable pour notre pays. Et donc, moi, vous connaissez peut-être mes positions sur le sujet. Je pense que l'année 2026... Vous êtes exprimé souvent sur Europe 1, en effet. L'année 2026 doit être le grand reset en matière migratoire. On a largement les moyens de le faire à l'Assemblée avec des propositions qui sont prises. Je continuerai à faire mes propositions vocalement. Je suis content que Gérald Darmanin fasse ces propositions-là également, mais je crois vraiment que nous n'avons pas d'autre choix que celui de l'immigration massivement réduite, choisie, fondée uniquement sur le travail pour répondre aux besoins de la nation. J'ai l'impression qu'on a déjà entendu ce discours. Jules Torres. Oui, on a entendu ce discours. Moi, j'ai entendu surtout quelque chose le 31 décembre 2024, un président de la République qui promettait de faire des référendums. Vous parlez d'un référendum, si je comprends bien, d'un référendum constitutionnel, parce qu'un référendum simple ne servira à rien. Est-ce que vous avez même le sentiment qu'un référendum constitutionnel servira à quelque chose si le cœur névralgique du sujet, c'est-à-dire le droit européen et le cadre européen, qui aujourd'hui nous empêche de régler les problèmes migratoires et d'avoir une politique migratoire souveraine, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire cela sans sortir du cadre européen ? Il y a des sujets au niveau européen évidents, mais pour moi c'est trop facile que les politiques nationaux rejettent la faute sur l'Europe. Parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une baisse de l'immigration irrégulière vers l'Europe, mais qu'il y a une hausse vers la France. Donc il y a évidemment un sujet européen, mais il y a aussi un sujet national. Sachant que le Parlement européen va se prononcer dans quelques semaines justement sur ce problème. Tout à fait. Moi, peut-être qu'on aura un désaccord sur ce point. Moi, je soutiens absolument le pacte asile-immigration, qui, je rappelle, a été soutenu par la droite européenne, sauf la droite française, et qui a été rejeté par la gauche européenne dans son entier. C'est bien qu'il y a une raison pour cela. Installer des hotspots à l'extérieur de nos frontières et renforcer les frontières communes européennes, pour moi, c'est du gain pour tout le monde. Mais il y a des questions qui se posent évidemment, par exemple, à la Convention européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH, l'article 8 de cette CEDH, qui concerne le droit à la vie privée et familiale.
aujourd'hui, a atteint une jurisprudence, pardonnez-moi, je suis un peu technique, mais c'est des sujets importants sur les sujets migratoires, beaucoup trop extensives, qui empêchent la France de reprendre la main sur son immigration. Donc moi, ce que j'ai proposé sur ce sujet parmi d'autres, c'est que la France propose la réécriture de la CEDH, ou sinon, sa sortie devra être posée. Il y a des gouvernements sociodémocrates... Ça met combien de temps, la réécriture d'une... Mais de toute façon, en fait, il faudra qu'on mène toutes ces réformes de front si vraiment on veut reprendre la main. Il faut bien commencer un jour. Moi, je vous dis, ça va prendre beaucoup de temps, et vous me dites, il faut commencer un jour. Et la première étape, c'est le référendum sur la politique migratoire. Il y a des pays sociodémocrates en Europe qui l'ont fait, les Danois, les Britanniques... ils n'ont pas voté, pardonnez-moi, les Danois, s'ils peuvent avoir une politique migratoire souveraine, c'est parce qu'ils ont refusé de voter toute la partie sur l'économie notamment et sur l'intérieur et la sécurité en 1992, le traité de Maastricht. Ils l'ont renégocié ensuite, ce qui leur permet d'avoir des opt-out, on appelle ça comme ça, pardonnez-moi à mon tour d'être un petit peu technique, et qui leur permettent de voter tous les textes qu'ils veulent sur ces sujets-là. Nous, on a non seulement le droit européen qui nous coûte rien, mais on a ensuite, quand on vote une loi immigration qui est un petit peu restrictive, un conseil constitutionnel qui nous enlève 36 articles. Je rebondis sur la loi immigration, parce que il y a encore une fois beaucoup de députés de tous les camps qui sont venus dire beaucoup de choses sur ce texte. On savait tous lors du vote du texte qu'il y avait une partie du texte qui était censurée par le Conseil constitutionnel. Pas sur le fond, mais parce que c'était des cavaliers législatifs. Pardon. Mais c'est un débat important, c'est intéressant. C'est des articles qui ne devaient pas être dans le texte. On a ajouté des textes. Arrêtez de vous excuser, c'est un débat important. Hors cadre, merci Pierre de Villeneuve, vous me remotivez. On a ajouté plein d'articles hors cadre du texte de la loi immigration, et donc le Conseil constitutionnel, on savait tous, droite, gauche, centre confondus, qu'il allait censurer cette partie du texte. Donc là, encore une fois, tous les politiques qui viennent à votre micro dénoncer simplement le gouvernement des juges sans prendre leur part de responsabilité, à mon avis, ils font une grave erreur. Donc sur cette question, moi j'ai ces propositions à porter. Elles peuvent faire débat. Gérald Darmanin appelle à un débat. Le meilleur moyen d'avoir un débat sur les questions migratoires, c'est d'appeler un référendum sur ce sujet. Question pour vous de Gilles William Goldnadel, ou une réflexion? Oui, non, mais je crois que les mots, à ce degré de submersion, les mots sont impuissants pour décrire ce que nous vivons, par une sorte de masochisme suicidaire. Je ne serai jamais assez excessif compte tenu de la situation. Et pardon de vous le dire, vous-même vous reconnaissez la jurisprudence suicidaire de la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'est pas tombée du ciel, elle est tombée de l'européisme. N'oubliez pas quand même que c'est l'Europe qui nous a enlevé nos frontières. C'est à cause de l'Europe, à cause des accords de Schengen, puis de Maastricht, qu'on n'a plus de frontières. Ça a été le début du commencement de la submersion migratoire. Pour le reste, on le sait bien. Quand bien même il y aurait un changement de régime, si j'ose dire, s'il n'y a pas une ablation complète des contre-pouvoirs qui empêchent tout sur le plan constitutionnel et sur le plan judiciaire, on ne s'en sortira pas. C'est pas un hasard si, d'une certaine manière, le chef des Insoumis a osé parler de grand remplacement. C'est que lui, il pense qu'on n'est pas midi moins 5 et qu'on est déjà midi 5. Donc, on a un problème horaire, là. J'ai un sujet vraiment de débat passionnant avec celui que vous venez de soulever. C'est à quel niveau il faut qu'on traite le problème. Est-ce que c'est uniquement au niveau national? Est-ce que c'est uniquement au niveau européen? Est-ce que c'est les deux? Moi, je crois qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire que... Pourquoi? Parce que l'Europe est une civilisation. Il y a différents peuples. Il y a le peuple français, le peuple allemand, le peuple espagnol, le peuple portugais, le peuple italien, etc. On ne va pas faire les 27. Ils ont tous des différences. Et donc, l'Europe en un État, moi, je ne suis pas fédéraliste. Je n'ai jamais cru à cette idée. En revanche, si on dit que l'Europe est une civilisation, alors la question migratoire doit être traitée à l'échelle de sa civilisation, donc à l'échelle européenne. Aujourd'hui, vous avez 100% des États européens, à l'exception peut-être de l'Espagne, qui est dans une fuite en avant, à mon avis hallucinante, qui réclament une chose, des gouvernements de droite comme de gauche. C'est Bruno Retailleau qui le disait d'ailleurs quand il était ministre de l'Intérieur, quand il se rendait au Conseil de l'Europe des ministres de l'Intérieur, il y avait 100% de ministres de l'Intérieur qui voulaient une chose, c'est reprendre la main sur les flux migratoires. Donc on voit bien que, à travers des lois qui sont votées, telles que celles que vous mentionnez tout à l'heure, Pierre de Villeneuve, à travers le pacte asile-immigration, je crois que c'est à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne que nous devons traiter le problème en protégeant nos frontières communes. Pardonnez-moi, mais dans quel monde vous vivez ?
On a voté Dans le la même loi. que vous, Jules Torres, je n'ai aucune leçon à recevoir de votre part. Je vous fais aucune leçon, mais juste les chiffres que nous sommes en train de commenter montrent que la loi que vous avez votée en décembre 2023, elle n'a servi à rien, que le pacte asile-immigration qui a été voté l'année des européennes en 2024 n'a servi à rien. Enfin, on n'a jamais accueilli autant d'étrangers en France. Tous les chiffres sont à la hausse et vous êtes en train de nous dire que les lois qu'on a votées, elles ont servi à quelque chose. Pardonnez-moi, je ne pense pas. Vous n'avez pas la même dans le même lecture, monde. en tout cas, que Charles Rodwell. Quelles sont les mesures du texte de la loi immigration alors que vous contestez, Jules Torres? Mais c'est même pas le sujet, c'est un sujet de fond. C'est un sujet de fond, monsieur Rodwell. Justement, si c'est le sujet de fond, dites-moi les mesures que vous contestez. Alors, justement, je pense que cette loi va plutôt dans le bon sens, mais que par rapport. Mais quelles mesures pouvez-vous me à la citer submersion Non, c'est pas ça, c'est mais je peux vous en citer des dizaines. Je peux vous citer les dizaines qui ont été votées et qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Charles Rodwell, je vais vous poser une question. Le sujet n'est pas là. À mon tour, comment est-ce que vous traduisez l'efficacité du pacte asile et immigration aujourd'hui en France avec des résultats que vous avez vous-même jugés catastrophiques? Mais aujourd'hui, le pacte asile et immigration, il n'a pas encore été mis en œuvre. Parce que, honnêtement, je pense qu'on sera tous d'accord, le texte dit qu'il sera mis en œuvre à juin 2026. Mais moi, je ne suis pas venu vous dire que les chiffres sont excellents, ils sont cata. Je vous l'ai dit en entrée de lieu. Et donc, le seul moyen, à mon avis, de reprendre la main sur notre politique migratoire, c'est l'immigration choisie. Avec enfin, la mise en œuvre de quotas pour une politique d'immigration de travail. Parce que moi, je crois à l'immigration de travail. Les Espagnols, c'est ce qu'ils font. Ils veulent 500 000. Non, ils veulent 500 000 régularisations. On a quelques divergences sur ce sujet. Pour des questions économiques. Oui, en tout cas, c'est leur. Je sais pas. Moi, je les défends pas. C'est juste ce qu'ils disent. Moi, je pense qu'il faut entre 100 et 150 000 entrées. En France ou en dire, Espagne? Non, en France, avec le moratoire qu'a proposé Gérald Darmanin sur plusieurs années. Donc loin des 700 ou 900 000. Ça veut dire aussi qu'on assume d'assécher les autres voies d'immigration. Donc ça veut dire qu'on réforme le regroupement familial, qu'on intervient sur le détournement du droit d'asile et qu'on intervient sur l'immigration pour soi. C'est les propositions. Pardonnez-moi, je suis très heureux que vous m'invitiez. On fait ça comment? Il faut un référendum. Il faut un référendum. On va parler de la suite dans un instant, 19h27. La pub, le rappel des titres et on revient avec Charles Rodwell, député EPR des Yvelines sur Europe 1 tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles-William Goldnadel, avec Jules Torres du JDD, le député EPR des Yvelines, Charles Rodwell. Et il sera intéressant demain à 8h10 d'entendre Marion Maréchal sur à la fois l'immigration en France et l'immigration en Europe avec ce texte qui se profile au niveau du Parlement européen. 8h10 demain, Marion Maréchal. Charles Rodwell, c'est lié bien sûr. Votre proposition de loi dite philippine qui arrive le 11 février en commission des lois. Absolument. Mais merci d'ailleurs d'en évoquer un mot. Je suis très heureux que la commission des lois examine ce texte. C'est un texte qui porte 3 séries de mesures. 1, le suivi antiterroriste. 2, traiter les personnes atteintes de troubles psychiatriques qui sont suspectées ou coupables d'actes criminels graves ou d'actes terroristes. 3e volet, c'est la rétention administrative, les fameux CRA, afin qu'on puisse Bruno Retailleau. Absolument, afin qu'on puisse enfermer plus longtemps des personnes qui sont dangereuses, extrêmement dangereuses, avant qu'elles soient expulsées du territoire français. Aujourd'hui, la limite pour les enfermer, c'est 90 jours. On veut porter cette mesure à 180 ou à 210 jours. C'est un engagement qu'ont pris Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Michel Barnier, moi-même, auprès de cette famille et de toutes les familles françaises qui ont été frappées par ce type d'attaque. Nous ne lâcherons rien pour que cette mesure soit adoptée à l'Assemblée nationale. Et j'en appelle au gouvernement. Il est temps que le gouvernement, ensuite, inscrive cette proposition de loi à l'agenda de l'Assemblée nationale. Ce sera fait, a priori. Elle est aujourd'hui en commission des lois. Elle devrait ensuite passer en séance au plus vite et nous en serons tous très heureux. Gilles-William Goldnadel. Je comprends pas. Je vous assure que je parle au premier degré. Il n'y a pas d'ironie dans mes propos. Mais vous savez bien ce que va faire le Conseil constitutionnel ensuite. Le Conseil constitutionnel... Puisqu'il a, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, le Conseil constitutionnel, d'ailleurs M. Macron le savait très bien, a cassé les dispositions qui prolongeaient le délai de rétention. Et ces délais n'avaient rien d'exceptionnel. Ils étaient encore moindres que dans certains pays européens. Donc sur le terrain de l'humanité, je n'arrive même pas à comprendre, mais compte tenu de la composition du Conseil constitutionnel, comment vous voyez les choses? C'est M. Goldnadel, moi je suis un député de base parmi 577 autres, et je me bats avec les armes que j'ai. Et donc j'ai regardé l'avis que le Conseil constitutionnel a rendu sur la censure qu'il a émise, sur une proposition de loi qui était notamment portée par Olivier Marleix, qui depuis est décédé, ce qui me permet évidemment de rendre un hommage à sa mémoire et à sa famille. J'ai regardé donc l'avis.
Le Conseil constitue n'a pas dit dans son avis « c'est interdit tout court », il a simplement dit qu'il fallait préciser certains critères. Donc j'ai redéposé le texte, entre autres mesures, en précisant ces critères. J'ai travaillé avec des juristes, j'ai travaillé avec des magistrats, j'ai travaillé avec le Conseil d'État, j'ai travaillé avec le gouvernement, j'ai travaillé avec mes collègues, et je remercie les 150 collègues qui ont co-signé cette proposition de loi, qui viennent des 4 groupes du socle commun et des indépendants. Et donc là, j'espère. Et vous avez rajouté d'autres mesures également. Absolument. Notamment l'injonction administrative d'examen psychiatrique pour certains individus. Et puis étendre la rétention de sûreté judiciaire aux personnes condamnées à au moins 15 ans de prison pour des faits de terrorisme lorsqu'elles présentent à la fin de leur peine une dangerosité très élevée et un risque important de récidive. Donc ça veut dire qu'on a en plus. Ça, c'est des mesures très importantes parce que vous avez des gens qui sont ultra dangereux et qui sont fous. Ils sont complètement dégénérés psychologiquement. Et ben aujourd'hui, tant qu'ils ne sont pas passés à l'acte, on ne peut pas les obliger à passer un examen psy. Ce qui est quand même fou. Donc là, l'idée, c'est juste de dire que le préfet peut demander au juge, en accéléré, qu'un homme qui n'est pas encore passé à l'acte, mais qui, dans ses mots, dans ses gestes, dans ses attitudes, pourrait passer à l'acte dès qu'il est relâché, on lui fait passer un examen psy. Si on se rend compte que le gars est effectivement dégénéré, ce qui sera quand même relativement simple à considérer, on pourra l'interner avant qu'il passe à l'acte, à la fois pour lui, parce que c'est quelqu'un qui est malade, mais aussi pour protéger la société de ce type de personnes. Ça peut paraître fou. Donc on le garde en France. Voilà. Non, mais là, je parle de gens qui peuvent être français aussi. Ouais. Cette mesure, elle ne s'adresse pas qu'à des étrangers. Il n'y a pas que des étrangers qui sont fous en France. Personne ne s'adresse aux deux. Donc il y a une partie du texte qui s'adresse à tout type de citoyen. Deuxième type de citoyen, les citoyens étrangers sur la partie rétention. On allonge la durée avant de les expulser. Vous savez bien que c'est, en matière de droit d'asile, l'un des critères d'accueil les plus importants, ceux qui doivent être soignés pour des raisons psychiatriques. Alors vous avez 2 éléments, vous avez le droit d'asile et vous avez le visa pour soins. C'est 2 visas qui sont différents. Moi, ce que je propose, pas dans ce texte, mais par ailleurs, c'est de réduire drastiquement les visas pour soins. Aujourd'hui, il faut que vos auditeurs sachent qu'il y a des citoyens américains qui peuvent se faire soigner en France. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est pas juste l'existence d'un soin dans leur pays, c'est l'accès aux soins qui restera au nom de leur pays. Comme la Sécu aux États-Unis est inexistante ou presque, et le soin n'est pas remboursé, du coup la personne peut se faire soigner en France. Moi je suis désolé, mais quand je vois le PIB des États-Unis, ça me semble assez délirant de savoir qu'il y a des citoyens américains, parmi d'autres, qui viennent se faire soigner en France. Donc moi je suis pour la réduction drastique des visas pour soins. Mais donc ça c'est sur un autre texte. Mais sur comment dirais-je, votre loi au global s'appelle, cette proposition de loi, vous l'avez nommée Philippines. Mais l'histoire de Philippines, c'est un étranger sous OQTF qui a violé et tué une jeune femme. Donc, je reviens sur ce que disait Gilles William Goldnadel, il y a quelque chose d'antinomique avec le fait qu'on accueille des gens pour se faire soigner et le fait que vous allez prendre d'autres mesures. Alors, je précise une chose, le texte s'appelle « Pour améliorer la sécurité des Français et allonger la durée de rétention administrative ». On l'a déposé en mémoire de cette femme et de d'autres victimes qui ont été, je pense par exemple à Lola, je pense par exemple aux 2 citoyennes françaises qui ont été assassinées devant la gare de Marseille-Saint-Charles et d'autres, et c'est en mémoire de ces familles qu'on les a remises. Dans le cas de Philippines, c'est un homme sous OQTF marocain qui était parti du CRA de Metz, qui est venu jusqu'aux abords de Paris et qui l'a violé et assassiné, alors même que nous avions le décret consulaire de la part du Maroc qui s'apprêtait à être publié. Qui a tardé un peu et du coup il est ressorti, il y a eu 4 jours de battement. Et comme vous vous rendez compte pour 4 jours ? Non, mais bien sûr, je m'en rends compte. Je l'ai dit ouvertement, c'était une question rhétorique, évidemment que vous vous en rendez compte. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, moi, pour ce type de personnage, il est évident qu'allonger la durée de rétention, pour les garder en centre de rétention avant qu'ils soient expulsés, est absolument nécessaire pour la sécurité des Français. Mais ce qu'il faut, je reprends ce que disaient Jules et Gilles William, c'est que ces personnes-là, on ne les veut plus sur le territoire français, on est bien d'accord. Mais c'est pour ça que l'enjeu fondamental de toute cette affaire, c'est évidemment de les expulser, mais c'est d'empêcher qu'ils rentrent. Et voilà. Oui, mais du coup... Pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'on se focalise souvent sur la question de l'allongement. Il y a certains pays, le Royaume-Uni, je crois par exemple que c'est illimité. Il y a beaucoup de pays qui sont même à 210 jours. Le problème, c'est que ce monsieur violent, en l'occurrence dans le cas d'espèce de Philippines, il aurait été expulsé après ce délai de 90 jours. Mais au vu du nombre de réalisations des OQTF et d'exécution des OQTF, c'est-à-dire on est en dessous de 10%, et pour les pays du Maghreb, on est même en dessous de 5%, les garder plus longtemps ne va rien changer au fait que de toute manière, quand ils sortent de centres de rétention administrative, dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire 95%, ils ne sont pas expulsés. Mais je serais un menteur de vous dire que ce texte va tout résoudre. La question centrale sur la question, pour le coup, de l'immigration illégale,
c'est le détournement du droit d'asile, ce que vous mentionniez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui postulent au droit d'asile en France alors qu'ils viennent de pays sûrs. C'est la raison, par exemple, avec mon collègue Mathieu Lefebvre, en commission des finances, on a proposé ce qu'on appelle de moduler l'ADA, donc c'est l'aide qui est donnée aux demandeurs d'asile. On a proposé de la réduire pour tous les demandeurs d'asile qui viennent de pays sûrs. On m'a accusé de fasciste, on m'a accusé de nazi, on m'a accusé de raciste pour cette proposition. Mais moi, je pense qu'elle est nécessaire parce que je crois que le droit d'asile, mais on a peut-être une différence sur ce sujet, il est nécessaire pour certaines personnes qui viennent de pays en guerre, qui sont dans des situations terribles. Comme les Ukrainiens. Mais si on veut que ça fonctionne, il faut le réduire pour des personnes qui viennent de pays sûrs. Et ça me semble être modéré comme position. Et c'est la proposition que nous avons faite à l'Assemblée sur ce sujet. Il me reste peu de temps pour vous dire que, et on vient de l'apprendre, l'Assemblée adopte donc le budget de l'État qui va être transmis au Sénat. 267 voix, c'était le résultat de la deuxième motion de censure. Donc ça, la gauche s'est loupée à 22 voix. 22 voix près. C'est un bon budget, Charles Rodwell ? Ah non, c'est pas un bon budget, mais moi je suis content qu'il y ait un budget. Oui. Vous savez, si on mentionne par exemple Philippine, elle a été assassinée en septembre 2024, ça fait près d'un an et demi. Et les gens me demandent, mais pourquoi votre texte il est toujours pas passé ? Mais parce que sur l'an et demi qui vient de passer, on a passé presque de 12 mois sur le budget. Donc tous les textes, tout le travail parlementaire, c'était le budget. Ouais. Le texte justice de Gérald Darmanin qui est juste fondamental. Les textes énergétiques, ma proposition de loi, ils attendent. Ils attendent le temps que l'Assemblée nationale se met d'accord sur un budget. Donc il est loin d'être parfait. Mais honnêtement, à partir du moment où maintenant on a un budget, on va pouvoir passer à autre chose sur des textes qui sont tout aussi importants. La faute à qui, monsieur Rodwell ? Je pense que la dissolution est une catastrophe. Oui, c'est dit, c'est fait. En attendant, j'ai vu que vous étiez venu avec un petit bracelet. C'est écrit quoi ? La nuit de la Nouvelle République ? De la Nouvelle République. Je vous recommande à tous, c'est ouvert jusqu'à 23h, c'est au Palais Brognard. Vous avez la possibilité de venir. Pourquoi est-ce que vous recommandez ? Parce que c'est la refonte. Parce que c'est Gabriel Attal ? Déjà, c'est Gabriel Attal qui est le président de mon groupe. Et deuxième des choses, je pense qu'il va y avoir des annonces plutôt fortes, même très fortes, sur la refonte de notre ligne politique sur un bon nombre de sujets, notamment sur le volet régalien. Et j'en suis très heureux. Et c'est une partie de ces sujets qui sont évoqués ce soir dès Brognard. Je suis sûr que Jules Torres sera très heureux de m'accompagner en sortant. Dès qu'il y a une invitation, évidemment. Voilà, donc on va tous se précipiter. Tous au Palais Brognard. Parce qu'il y a des grosses attentes. On laisse l'antenne alors et on part ensemble avec plaisir. Au Palais Brognard, vous êtes tous bienvenus. Qu'est-ce que vous avez prévu comme hors d'œuvre ? Ça c'est une surprise. Mais vous les découvrir, j'imagine, en quelques minutes lorsque vous m'y accompagnerez.